Zenlight, le spécialiste de la LED, vous présente Bienvenue chez vous. C'était bien cette première émission là. C'était très bien. C'était marrant, puis on a appris plein de choses en plus. Paraît-il qu'il y avait beaucoup de monde devant la télé. Ouais, je sais. Dis-moi Stéphane, c'est pas l'heure de la deuxième émission? Bonsoir à tous les téléspectateurs de Anatel, très heureux de vous retrouver. Merci d'avoir été si nombreux au premier rendez-vous de Bienvenue chez vous sur la nouvelle chaîne A+. Vous êtes toujours les bienvenus, on était un peu serrés la dernière fois, je ne vous cache pas, dans cette radio. Enfin voilà, nous voilà dans un endroit bien plus grand, plus spacieux. On vous accueille dorénavant dans ce formidable lieu de convivialité et de culture qui est le complexe Cinema City de Netanya, entouré de nos amis chroniqueurs. Nous allons vous proposer cette heure d'infos, de conseils, de culture, tout ce qu'il faut savoir dans votre vie de tous les jours ici en Israël. On va essayer de le faire dans la bonne humeur. Autour de moi, une nouvelle venue dans l'émission, Judith Mergui, humoriste, Stand-up Woman Show. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans votre billet d'humeur, vous allez nous raconter dans chaque émission comment vous percevez les habitudes, les originalités, voire les bizarreries des Israéliens francophones ou pas. Et forcément, en grossissant un peu le trait, n'hésitez pas d'ailleurs à titiller autour de cette table nos amis chroniqueurs. Le docteur en particulier. Le docteur en particulier. Docteur Lahar, ce soir, deux sujets qui nous préoccupent. Vous nous parlez d'abord du gros problème de l'utilisation excessive des tablettes, des écrans chez les enfants. Que faut-il faire? Que faut-il leur dire? On verra ça tout à l'heure. Un autre sujet plus tard, la difficulté réelle de l'intégration des adultes qui font l'ALIA. Comment essayer de faire en sorte que ça se passe du mieux possible? En tout cas, c'est un sujet vaste et nécessaire. Maxime Pérez, bonsoir. C'est moi. Notre journaliste enquêteur, vous allez nous faire un topo complet sur le permis de conduire en Israël. Et un peu plus tard, vous reviendrez sur le phénomène inquiétant des clowns sinistres qui sévissent en Israël et ça nous concerne, vous allez nous expliquer ça. Nous allons recevoir un peu plus tard dans l'émission Maître Laetitia Dana, avocate et spécialiste de l'immobilier qui tentera de nous éclairer sur cette question essentielle. Le marché de l'immobilier en Israël est-il en train de prendre une courbe descendante, un faux ou un tox? On verra ça tout à l'heure. Vous êtes tous venus en voiture ce soir? Toujours. Alors vous allez comprendre pourquoi Judith Mergui a envie de nous parler de la conduite en Israël. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ah bah il y en a du nouveau. Alors toi, là, Gaulois, qui viens de monter en Israël, tu te réjouis et tu fesses-toi, hein, car le bruit court des plaines de Sharon jusqu'au désert de Judée, que tu n'auras plus à repasser ton permis de conduire pour obtenir l'équivalence israélienne. Mais ça va pas bien, non, de faire passer des lois comme ça? Attends, si on repasse plus ni la théorie ni la pratique, comment est-ce qu'on va faire pour savoir conduire ici, nous, hein? Qui va m'apprendre, moi, à doubler par la droite comme une vraie Sabra? Hein? Qui me dira, moi, quand est-ce qu'il faut déboîter comme une malade sur l'autoroute 100 mètres de clignotant? Non mais c'est vrai, qui va m'enseigner, hein, comment accélérer, tu sais, et forcer le passage au pauvre monsieur qui essaie juste de changer de voie? C'est toi peut-être, petit permis de conduire français couleur rose bonbon qui va me permettre de survivre ici? Ch'touillotte. À cause de toi, moi je suis qu'une victime dans ce pays. Ah oui, je vous le dis, voilà, je l'avoue. Je cède encore la priorité à droite, ouais, voilà. Je ralentis et même je laisse des fois passer des gens, quand ils essayent de traverser la rue, je m'arrête, quoi. Il y a quelques jours, j'ai même laissé passer une dame âgée avec toutes ses courses quand elle sortait de son taxi. Je ne voulais pas tailler de short. Mais je ne l'ai même pas klaxonné, tu te rends compte? Je me dégoûte. Tu sais quoi, je me dégoûte avec ma petite conduite de faible, là, d'inoffensive. Mais comment voulez-vous que je m'intègre en Israël, moi? Attends, si on ne m'apprend pas à conduire à l'israélienne, moi, je veux une vraie alia, ok? Je veux m'énerver au volant, je veux vibrer sur la route, tu vois. Je veux dire des yalla sac ou sartek et puis aussi des Titkadem ya benzona, tu vois, je veux m'éclater, quoi. Je veux appuyer comme une déterrée sur le klaxon alors que le feu il est même pas encore vert, tu vois. Je veux me garer de force à Tel Aviv sur des places trop petites et puis défoncer la voiture de devant et puis celle de derrière. Je veux rester sur la voie de gauche pour l'éternité, sans jamais me rabattre, tu vois, juste pour forcer tout le monde à me doubler par la droite. Et puis je veux zigzaguer sur l'autoroute comme si j'étais bourré à l'araque. Mais c'est vrai ça, attends.
À quoi bon avoir inventé la tfilat aderer ou alors mettre des airbags si c'est pour conduire prudemment? C'est vrai. Et puis entre nous, au prix où tu la payes, ta voiture ici, hein, vu le montant du leasing, faut peut-être pas s'étonner qu'ils soient énervés à chaque fois qu'ils montent dedans, les Israéliens. Alors moi, je vais vous dire un truc. J'ai décidé, je suis pas peu fière, de braver la loi et d'aller quand même prendre un cours de conduite israélienne. Alors j'ai testé pour vous. Alors j'ai d'abord appelé un certain moniteur, Yossi, en lui demandant l'adresse de son auto-école. Il n'y a pas l'école de l'auto ici, Ken. Ici, l'école, c'est la route Neshama. Bon, donc alors il me récupère un peu plus tard sur le coin d'Alembi et il me confie le volant. Moi, je règle mon rétroviseur, d'où pendouille la photo de Baba Salé, et puis je me lance sur la voie. Lui, pendant ce temps-là, il est assis à côté de moi, en train de souffler ses épluchures de pépites de tournesol, et puis il laisse passer des Smola, Yemina, Yemina. Bon, alors moi, à un moment, pour tourner à droite, je mets mon clignotant, et là, tout d'un coup, il s'énerve. Pourquoi tu l'as fait ça? Pourquoi tu l'as fait ça? Tu le préviens de là où tu veux aller, pourquoi? C'est ton frère le mec derrière, tu le connais pour lui raconter ta vie. Et là, enlève sa mère. Bon, alors moi, je vous le dis, ça a été 2 heures passionnantes. On s'est éclaté. Alors Yossi m'a d'abord appris à insulter les 2 roues par la fenêtre. Ça, c'est une petite technique, parce que donc, tu dois attendre d'être à son niveau, au feu rouge. Et puis là, tu dois le provoquer bien comme il faut. Alors tu gueules bien fort, tu insultes sa maman. Mais d'un autre côté, il faut quand même parvenir à fermer ta fenêtre assez vite, parce que sinon, tu te prends son crachat dans ta tronche. Et puis alors Yossi m'a aussi appris à klaxonner. Oui, parce que je ne faisais pas ce qu'il fallait. Tu vois, moi, poli, je donnais des petits coups de klaxon, pensant encore que l'avertisseur sonore est interdit en agglomération, sauf en cas de danger immédiat. Non. En fait, c'est pas ça la technique. Il faut en fait que tu appuies sur le klaxon, mais pendant au moins 12 bonnes minutes, sans t'arrêter de toutes tes forces, tu vois. Comme cette prise de Krav Maga, tu sais, celle où tu essayes d'étouffer ton adversaire d'une seule main en lui écrasant la jugulaire. Bon, là, pareil, voilà. Alors Yossi venait à peine là de clôturer sa leçon sur le coup du lapin cachère et il commençait à peine à m'enseigner la queue de poisson à la marocaine quand tout d'un coup le drame s'est produit devant nous, sous nos yeux, l'infraction suprême au code de la route israélien. Et là par contre ça justifiait une réaction immédiate. Arrivée des voitures de police sur les lieux, gyrophares et mégaphone en branle. Je crois même avoir vu 1 ou 2 soldats de l'armée de Tsahal débarquer. Arrestation, verbalisation, trafic arrêté. Yossi, qu'est-ce qui se passe? C'est un accident? Non, c'est les plus grave que ça. C'est le piéton, là. Il a osé traverser alors que le petit bonhomme, il n'était pas encore vert. Voilà, vous voyez, c'était toute une aventure. Merci Judith Mergui, merci beaucoup. Vous êtes revenu, Olivia? Oui. Vous m'avez amené le popcorn? Ah, oui, mais il est vide. Je les avais promis. Ah, il est vide, vous avez mangé. Allez, on va, ça va pas être facile pour vous maintenant, Maxime Pérez. On va retrouver notre sérieux. Et vous êtes intéressé, vous avez repassé le permis de conduire, quasi, vous êtes intéressé au permis de conduire, mais alors là, vous allez nous dire. On passe tous les jours ici. On passe tous les jours, c'est vrai. Vous allez nous dire ce qui a vraiment changé, Maxime. Ce qui a changé d'abord, c'est que les Français vont peut-être arrêter d'en baver ici. On peut dire que nos petits Olim francophones en ont vu de toutes les couleurs, excusez-moi du jeu de mots, depuis qu'ils arrivent ici avec leur petit papier rose, comme l'a dit Judith. Mais il y a un changement, et ce changement, il est dû notamment à notre cher Premier ministre national, Benjamin Netanyahou, qui a fait un petit peu bouger les choses. C'était avant l'été, au mois de juin. Il est désormais possible d'arriver au ministère des Transports, que ce soit à Tel Aviv, à Jérusalem, dans les grandes villes, brandir son permis de conduire français et de s'en voir délivrer un en retour israélien, cette petite carte blanche que l'on affectionne tous. On peut dire, Stéphane, alléluia. Alléluia, alléluia. Enfin, c'est quand même pas si simple que ça, non? Pas si simple, mais en tout cas pour ceux qui ont 5 ans d'ancienneté sur les routes, dans les pattes ou dans les bras, appelez ça comme vous voulez, il sera plus facile d'obtenir une équivalence. Et pour les plus jeunes conducteurs, il va falloir quand même s'abstraindre, se soumettre à quelques examens quand même. Il faut bien passer la théorie et la pratique, y compris pour ceux qui, par patriotisme, chanteront sans faire de faute et sans accent français la Tigba. Alors maintenant que toute cette affaire est derrière nous, du moins on l'espère, dites-nous Maxime, comment on obtient son permis de conduire car tout le monde ne sait pas conduire forcément avant de venir.
c'est un peu comme partout, même en Israël, ça commence par le fameux code de la route, l'apprentissage de la théorie, les panneaux de signalisation, les feux, les croisements, les limitations de vitesse, les priorités, et oui, même en Israël, hein, Judith. Tout ça prend un peu de temps, mais il y a quand même un côté sympa, c'est qu'on peut passer son examen théorique en français, le fameux code. Moi, je veux dire en français, le français qui nous donne, je dirais, une sorte de français peu connu en France, en fait. C'est pas tout à fait du français, c'est par expérience que je vous dis ça. Tout n'est pas si noir pour nos jeunes apprentis, peut-être moins jeunes. Il y a aussi les cours de conduite. Est-ce que ça coûte cher? Alors, tout est relatif, hein, riche ou pas, tout est relatif. Hein. Ça dépend surtout de la voiture qu'on va vouloir conduire après. En tout cas, Stéphane, il y a aussi des gens, d'ailleurs comme vous, hein, qui optent pour le vélo, donc c'est peut-être la solution. Ah ouais. Toujours est-il que c'est sûr, l'argent, il en faut un petit peu pour se lancer dans cette longue aventure du permis de conduire en Israël. Et pour les candidats au permis, il va falloir quand même prévoir quelques milliers de shekels. Et là, je vous demande à tous de sortir vos calculatrices. De 100 à 180 shekels, ça fait de 25 à 45 euros pour chaque heure de conduite. Vous multipliez ce chiffre par 20 ou 30 en fonction de vos facultés ou pas au volant. Et puis, il va falloir aussi préserver un certain sang-froid au moment de l'examen. Si vous êtes de nature stressée, passer un permis de conduire, ça peut facilement vous ruiner. Puis en dehors de ça, il y a toutes sortes de petits frais à prendre en compte. Je les cite, 40 à 50 shekels, 10-12 euros pour l'examen de vue indispensable. Ce n'est pas le cas en France, mais ici, oui, avant de commencer le processus. On peut ajouter aussi les 65 shekels nécessaires à chaque examen du permis de conduire. Attention, au bout de 2 échecs, on recommence tout à zéro. C'est comme au Monopoly, mais on ne prend pas les 20 000 shekels. Donc, il y a tout à repayer. En France, là aussi, ça n'est pas le cas. À vous de choisir. Et puis, enfin, si vous décrochez le Saint Graal, il faudra quand même vous acquitter d'une somme de 400 shekels. Ouais. Ces 400 shekels, c'est un peu comme le passeport tous les 10 ans. Il faut les payer pour renouveler cette fameuse carte si précieuse qui nous sert tous les jours et qui nous vaut pas mal d'engueulades sur la route. Eh bien, c'est clair. Merci. Et l'assurance, alors? Et l'assurance, ah bah oui, ça, tout un dossier, tout un art. Je suis sûr qu'un jour, je vous le dis, ils vont mettre un permis de conduire pour les vélos électriques aussi. C'est possible. Docteur Lara, rebonsoir. Les enfants ont repris l'école, les devoirs. Il faut ranger la tablette, les jeux vidéo. Dans un coffre-fort jusqu'aux vacances prochaines ou pas? Non, de toute façon, c'est pas possible. Donc, si on dit ça aux parents, ils vont se mettre en tête d'entrer en guerre avec les enfants et ils vont la perdre. Ils vont la perdre parce que, sauf s'ils restent devant les enfants en permanence, ils trouveront un moyen de jouer. Et puis, c'est pas raisonnable, c'est excessif. Et quand on est excessif avec des enfants, on se décrédibilise. Très souvent, on dit aux enfants, mais qu'est-ce que tu fais devant ces YouTube débiles? Qu'est-ce que tu fais devant ces jeux débiles? Je comprends pas. Et tu as ton cousin, souvent un grand dadé un peu lourd, qui lui lit du Victor Hugo, etc. Tu pourrais faire comme lui. Et finalement, l'enfant va complètement décrédibiliser notre propos et ne plus rien écouter. D'abord, il faut reconnaître quelque chose. C'est fantastique, les écrans. C'est fantastique parce que le contenu, on le choisit en permanence. C'est fantastique parce que c'est un copain qui se dérobe jamais. C'est un copain qui joue au rythme que je veux voir adopter. Je veux qu'on s'excite, on joue à un jeu de guerre, un jeu de foot. Je veux qu'on se calme, on joue à un truc d'échecs. Je veux rigoler parce que je suis pas bien, je me regarde un YouTube marrant, etc. Il est payé par appel. Il est fidèle, c'est vrai. Et c'est aussi un babysitter. C'est surtout, exactement, c'est aussi un babysitter, mais c'est surtout que je rencontre tous les jours des parents complètement largués et qui vont diaboliser l'écran et du coup qui sont plus du tout entendus par leurs enfants. Et je rappelle souvent d'ailleurs aux enfants et aux parents en consultation que nous, on jouait au ping-pong, je ne sais pas si vous vous rappelez sur Atari ST, des trucs comme ça, on jouait 4 heures à des trucs de débiles mentaux et on regardait le Club Dorothée, on regardait Giga, bon, pour tous les vieux. Vous êtes très vieux, oui. Oui, je suis très vieux, c'est vrai. Mais attention, j'ai une bonne droite aussi. Hein. Une femme, voyons. Mais donc, on pouvait rester des heures. Pourquoi nos enfants sont-ils accros à ces jeux, à ces écrans? D'abord, encore une fois, parce que c'est très plaisant et on peut rester des heures devant quelque chose de très plaisant. Le fonctionnement spontané d'un être humain, c'est de continuer quelque chose qui lui plaît. Le fonctionnement, c'est pas un trouble d'être accro aux écrans. C'est à nous d'intervenir. Si vous donnez un paquet de bonbons à un enfant et que vous lui dites « prends-en qu'un », il va en prendre 1000. C'est parce qu'on lui laisse un qu'il va en prendre qu'un. Ou c'est parce que s'il en prend 2, 3, 4, il finira par être puni. Donc c'est aux parents. Non, j'avais demandé si c'était la même chose pour moi avec le chocolat. Je suis donc saine d'esprit, quoi. Probablement, je ne sais pas quel rapport vous avez au chocolat, mais
probablement Donc, que il faut si c'est... limiter Mais si Moi- vous faites intervenir vos parents pour limiter encore le chocolat, il faut venir me voir en consultation. Là, il serait Comment on pas traduit revenir. ça en langage tablette Donc, les écrans, ils adorent ça et c'est normal qu'ils adorent ça. Après, dès qu'il y a un problème familial ou personnel, les écrans, comme leur nom l'indique, sont un écran aussi de protection. Et donc, je me mets dans ma bulle et je suis enfin tranquille. D'accord. Donc, si on veut s'attaquer à ce problème avec les enfants, il faut d'abord leur dire qu'on reconnaît l'intérêt, que ce ne sont pas des idiots, qu'on peut s'identifier à eux, qu'on comprend bien le plaisir qu'ils y prennent et que malgré cette compréhension, eh bien, on pense que pour eux, ce n'est pas une bonne chose. Y a-t-il un danger sérieux ou pas? Il y a, je dirais que le danger qui est souvent mis en avant, c'est le contenu, les contenus violents, la pornographie, etc. De mon expérience de psy, c'est pas ça le danger véritable des écrans. Le danger véritable des écrans chez les enfants, chez les petits, c'est la perte d'imaginaire. C'est-à-dire qu'ils vont tout de suite, dès qu'ils s'ennuient, être sur des écrans et ils vont pas développer leur imaginaire et ça leur fait perdre une pensée symbolique qui peut les gêner dans les apprentissages. Et chez les plus grands, chez les adolescents, eh ben, c'est la perte de la socialisation. C'est-à-dire que finalement, le monde des écrans, c'est un monde que je maîtrise. Quand je suis ado, je suis pas bien sûr de moi. Donc, quand je suis devant mon écran, je peux être plus sûr de moi, je peux mettre stop quand ça m'arrange, etc. Et donc, je vais avoir tendance à rester chez moi. Donc, il faut limiter le temps des écrans. Est-ce qu'une heure, c'est une bonne méthode? Moi, c'est ce que j'ai adopté à la maison. Une heure, ça va dépendre des enfants. Je vais très sincèrement, les enfants consomment en moyenne 4 heures d'écran par jour. D'accord? C'est beaucoup, c'est trop. Mais il faut que ce soit aussi un temps dans lequel ils aient l'impression de pouvoir satisfaire un plaisir. Et de s'évader aussi un peu, de sortir Exactement. du système scolaire. De ça, et puis aussi d'avoir l'impression de pouvoir jouer sans que ce soit diabolisé. Si ils font un tournoi de foot sur FIFA, Ouais. comme on fait et comme à chaque fois je gagne, bon, eh ben, On va s'arrêter en si, plein milieu. si on nous arrête au bout d'un match Ok. ou au milieu du match, ça va être une crise énorme. Alors- Donc très sérieusement, il faut un temps Ça doit durer moins raisonnable, Le 1 soir, heure, 2 heures. est-ce que le soir, il y a un temps limite? Est-ce qu'on doit arrêter le soir, le matin? Oui, Est-ce qu'on peut les alors- faire jouer à dîner? Est-ce que c'est bien? Non, pendant les repas, c'est un Non. moment familial et c'est un moment On les où il enlève. faut s'écouter, s'entendre, discuter. Et c'est peut-être un peu à l'ancienne et rigide, mais je pense que c'est bien de poser des règles qui bannissent les écrans à certains moments. Mais ça vaut pour les adultes. Nous aussi, on a tendance à sortir nos écrans pour un rien. On s'ennuie, on regarde Facebook, on regarde Noël. Attends, moi, c'est pas pareil, je travaille. Donc, nous aussi, il faut donner l'exemple. Et puis, voilà, je pense que les écrans font partie intégrante de la société. C'est grotesque de penser complètement les enlever. Il faut vivre avec le mieux possible et il faut utiliser un cadre de temps. Merci, docteur Lara. C'était complet. Olivia, vous nous rappelez qu'est-ce qu'il y a de beau à voir sur Anatel TV Par cette exemple. semaine, les programmes télé? Par Oui. exemple, c'est tout nouveau et justement, c'est sur Anatel, sur A+, nouvelle chaîne et nouvelle émission culinaire cette Talk fois. Chef, c'est ça? Talk Chef Israël 2018, c'est ça. C'est le plus grand concours de cuisine entièrement cachère pour les francophones d'Israël. Alors le concours, il est ouvert à tous les amateurs du pays. Seuls 12 candidats seront sélectionnés sur 4 régions réparties sur le pays. Et si vous voulez faire partie de la grande finale, peut-être l'un de vous, je ne sais pas, il vous suffit de participer au casting. Vous allez tout simplement sur la page Facebook de l'émission. Ok. Je pense bah, qu'on Oui, est on tous demandait. sûrs que nos mères vont gagner. Oui. Bon, on leur souhaite bonne chance en tout cas. Et puis Olivia, on va se faire plaisir ce soir. non? Ouais. Oui, bah vous, surtout vous Stéphane, et puis d'autres Ouais. sur le plateau. Et oui, c'est le match le plus attendu de l'année, hein, l'un des Ah, c'est matchs. dans pas longtemps. Voilà, là. c'est Ouais, là. ouais. Le Classico qui oppose ce soir à 22h sur Canal+, le PSG de Le grand PSG. Kylian, le grand PSG. Allez, de Kylian Mbappé à l'OM d'Adil Rami. Je ne connais pas. Ne vous laissez pas influencer. Une partition, c'est vrai, quasi sans faute, hein, on peut le dire, des Parisiens, des hommes d'Unai Emery qui, avec le trio magique, Mbappé, Neymar et Cavani. Et de leur côté, Marseille, oui, 4e quand même, à 8 points du PSG, c'est pas D'accord. si loin non plus, qui a démontré qu'on pouvait aussi compter sur eux cette saison, hein, pourquoi pas, avec notamment Florian Thauvin. Le Classico promet donc d'être intéressant, forcément. Vos pronostics? Bah, c'est plus qu'un 8-0, pronostic, c'est une 8-0. évidence que Marseille va perdre. Ils Allez. ne sont pas à la hauteur, ils n'ont pas les joueurs. Ok, pronostic. Alors, Ben, Paris va gagner 3-1, je pense. 3 hein, pour Mickaël. Ouais. Stéphane? allez, 3-0 Pour Paris. pour Paris. Maxime?
quelque chose comme ça, mais je veux pas me risquer. Je- Ouais, Dites. c'est ça. Bah non, mais moi j'ai que Marseille, des ils sont amis dangereux, sur les quand même. réseaux sociaux, donc je ne veux absolument pas me faire d'ennemis. Alors, juste, Donc match nul. Voilà. alors moi, par contre, tant pis, je vais perdre la moitié des Dieu pour téléspectateurs. Ah, Je vais perdre ah, la il a moitié des sorti. téléspectateurs, bah oui. Ah ouais. Donc Ça, voilà, un- c'est pour ce soir, ça c'est pour vous, Mickaël. Ah, Voilà, sympa. voilà. Voilà, magnifique. Ça, Mais alors, j'avais ça, amené c'est- mon maillot jaune Ça c'est pour Neymar. vous. L'année prochaine. Non, ça c'est pour Olivia, à voilà, l'extérieur. Olivia. Voilà, Allez, pourquoi je- pas. Mais Ah non. Sympa. je vais pas complètement quand même Ah me non. fâcher. Bah oui, bah oui. Non. voilà. Fair play. Ça c'est pour. C'est pour moi, non, Ah, c'est arrête, pour je peux vous. pas. Moi, faut Voilà. mettre les deux, sinon rien. Ah, voilà, écoutez, merci beaucoup Olivia. Donc bah, voilà, on a On a un petit film, On a un petit film. si ça vous dit. Un petit Allez-y, film allez-y, divertissant. oui, oui, on est là. On On ne s'en est là. lasse pas de voir cette comédie On l'a déjà L'aile vu ou la une fois ou cuisse. deux, je crois. L'aile ou la cuisse. Comme Au On l'a moins, vu. au moins. Avec Louis de Funès et Coluche, évidemment, un film de Claude Zidi autour de la malbouffe dans les années 70. L'histoire du critique gastronomique Charles Duchemin et son fils Gérard qui le secondent, mais lui qui veut devenir clown, donc c'est pas forcément évident. Bon, ça Et passe. c'est le Bon, 26 octobre à super. 22h sur France 3. C'est très très bon à Bah voir, oui, ça fait plaisir. Évidemment, faut pas rater. C'est de la joie, c'est super. J'ai une info, moi, en passant, se tiendra une conférence de l'ancien Premier ministre Manuel Valls au musée d'art de Tel Aviv le 31 octobre à 20h, thématique nouvelles technologies, innovation, entrepreneuriat, entrée libre et gratuite pour aller voir Manuel Valls à Tel Aviv. Merci. Une courte page de pub, c'est la règle dans cette émission, et puis on se retrouve dans un instant pour la suite de Bienvenue chez vous. Des cours, ou plutôt des conversations en live et à l'infini. Morgane s'est prise d'affection pour sa professeure et se surprend à avoir hâte de lui raconter ses journées. D'ailleurs, maintenant qu'elle est bilingue, elle a commencé les cours collectifs qu'elle trouve encore plus chouettes et enrichissants. Vous aussi, comme Morgane, offrez-vous cette chance. N'attendez plus, essayez par vous-même. Vous êtes chez vous et toujours les bienvenus sur A+, la nouvelle chaîne de Anatel Télé. Maître Laetitia Dana, bienvenue. Merci. Avocate, droit des affaires, spécialiste de l'immobilier. Il y a des sujets qui préoccupent particulièrement les Français en Israël, dont le prix de l'immobilier qui n'a cessé de grimper ces dernières années. Une question simple, les prix sont-ils en train de stagner, de baisser ? Eh bien, sur les dernières années, en fait, depuis septembre 2016, les chiffres sont plutôt alarmants puisqu'il y a eu un net ralentissement du volume des affaires immobilières. En général, le point de comparaison le plus révélateur, c'est le mois d'août, parce qu'énormément de transactions, un flux de capitaux étrangers. Et sur ce mois d'août a été enregistré un montant très faible de transactions, 8300 transactions à peu près, ce qui correspond à 18% en moins comparativement à l'année précédente pour le même mois. Donc après, il faut savoir scinder ce ralentissement puisqu'il y a effectivement sur le marché immobilier le programme du neuf et le programme de l'occasion. Le programme de l'occasion est touché de manière moins frontale puisqu'on enregistre des volumes de vente qui restent encore raisonnables, bien qu'il y ait un rallongement des délais de vente. Néanmoins, sur le marché du neuf, là, les délais sont, les pourcentages sont assez alarmants puisqu'on enregistre 40% de transactions en moins. Et alors, comment explique-t-on qu'il semble si difficile de vendre des biens actuellement ? Eh bien, la politique gouvernementale qui a été mise en place depuis 2014 commence à laisser entrevoir les premiers fruits, à savoir une augmentation de la taxe d'acquisition, une annulation complète pour les exonérations de plus-value qui avaient été mises en place. Bon, la volonté du gouvernement, elle est louable en soi, puisqu'en fait, on voulait favoriser l'accession à la propriété pour les primo-accédants, notamment pour les jeunes couples. Donc en soi, c'est tout à fait louable, sauf que les investisseurs ont été échaudés. En voyant un gouvernement quelque peu insensible à leur motivation, ont décidé de se retirer du marché. Est-ce qu'on peut espérer une baisse de prix dans l'avenir ? Il y a des facteurs annexes qui expliquent aussi ce ralentissement et je pense qu'avant de pouvoir expliquer une baisse de prix, il faut aussi les comprendre. C'est que d'abord, il y a eu un shekel très fort sur l'année qui vient de s'écouler, ce qui corrélativement a donné un dollar, un euro et un pound très faible, donc qui a augmenté le coût des acquisitions pour les investissements étrangers. Pour les investissements israéliens, il faut être sûr que l'investisseur israélien, c'est quand même un pourcentage assez important du marché, contrairement à ce qu'on peut croire. Et lui, pour le coup, a vu une taxe d'acquisition augmenter à 8%. Donc ça aussi, ça l'a freiné. Et puis, il faut garder en mémoire qu'il y a eu un projet, le projet de loi Carlon sur la taxation du troisième appartement, qui là, pour le coup, a complètement freiné les investissements pour les détenteurs de 2 appartements. Et les banques ?
tout ça? Alors, la réglementation bancaire, vous faites bien de le noter Stéphane, elle a été drastique. C'est-à-dire que pour les raisons que tout le monde connaît, à savoir la volonté d'Israël L'OCDE, etc. voilà, on de veut se être bien fondre au avec sein eux, de la réglementation de l'OCDE, les réglementations drastiques font que l'entrée de capitaux étrangers devient quasi impossible à partir du moment où on n'est pas capable de justifier la source du moindre shekel. Mais Laetitia, et du moindre dites-moi, dollar. ils font pas un peu de zèle, Israël, là-dessus? Parce qu'on entend des histoires à dormir debout quand même. On a pris beaucoup de retard. En fait, le zèle qu'on enregistre aujourd'hui vient corriger le retard qu'on a pris pour la mise aux normes de nos réglementations bancaires qui étaient, il faut le dire, assez souples. Et de ce fait, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à comprendre qu'il y a 3 ans, on pouvait rentrer de manière plutôt large les capitaux et qu'aujourd'hui, pour chaque shekel que vous voulez bouger, il faut vraiment justifier de leur provenance. D'accord, donc si je note, c'est une bonne nouvelle si on achète et c'est une moins bonne si on vend? Pas forcément. Si on vend, il faut s'armer de patience. Il faut avoir un bien qui corresponde à la demande de marché. Et comme toute demande de marché, c'est la loi de l'offre et la demande qui fixe le volume des transactions. Donc on espère qu'il y aura une offre qui sera suscitée, qui sera réanimée, qui sera réaffirmée par les étrangers et notamment par Israël. Et on termine sur les bons plans pour investir. Ashdod, Khedera, Holon, dites-moi où, si vous pouvez nous le dire. Il y a On est des entre bons, nous. il y a toujours pas loin, mais non. Khedera, Oui, alors Khadera, ça a eu le vent en poupe il y a 2 ans. Les gens qui ont été un petit peu précurseurs ont déjà investi sur les 2 dernières années sur Khadera, donc les prix ont déjà monté. Néanmoins, Batiam, vous avez entendu qu'il y a un projet de Rakevet pour le relier à Tel Aviv en très peu de temps. Bon, c'est toujours un critère très révélateur être proche de Tel Aviv, puisque Tel Aviv, c'est le centre économique d'Israël. Donc, ce qui veut dire que les jeunes populations actives peuvent se délocaliser sur Batiam et avoir accès sur leur lieu de travail en un temps minime. Donc Batiam est un bon investissement, mais il faut garder présent à l'esprit que le nord d'Israël aussi nous réserve plein de belles surprises. Un peu moins au nord, il y a Holon, et encore un peu moins au nord, il y a Or Akiva, à côté de Césarée, qui a vu de très nombreux programmes de construction à des prix très abordables. Ramat Poleg, toujours Ramat très Poleg restera intouchable. Merci Laetitia. Avec plaisir. Et puis à bientôt, j'espère. À bientôt. Docteur Lara, on vous retrouve. Sujet également très concernant pour les Français installés en Israël. L'ALIA, la montée en Israël, est-elle à l'origine de véritables problèmes psychologiques? Je parle des adultes. Oui. On peut aussi arriver de France avec des problèmes psychologiques déjà avérés. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Non, je parlais avec ma voisine, mais oui, il y a des problèmes psychologiques réels, voire des troubles psychiatriques qui se déclenchent à l'ALIA. Alors d'abord, avant de parler précisément de l'ALIA, un des premiers facteurs de dépression chez l'individu occidental, c'est le déménagement. Donc, un simple déménagement d'appartement, déjà, va bouger les repères et va fragiliser le psychisme de quelqu'un. Pour se représenter les choses, on peut considérer que le psychisme, c'est comme une corde, d'accord? Et donc, a priori, quand je ne la mets pas sous tension, il n'y a pas de raison qu'elle craque. Et puis, les événements de la vie, un déménagement, l'ALIA, des tensions professionnelles, ça va tirer sur la corde. Et le trouble psychiatrique, il va à ce moment-là pouvoir arriver, s'il y a une fragilité sur la corde, eh ben, à force de tirer, on va casser. Donc, quelqu'un qui n'a pas de fragilité, bon, je ne sais pas trop si ça existe, et qui va faire l'ALIA, même s'il rencontre des difficultés, il ne va pas déclencher de trouble psychiatrique, mais pour la plupart d'entre nous, on a tous nos zones d'angoisse et nos zones de faille, et s'il y a un coup qui vient pile là-dessus, qui tire trop fort là-dessus, on peut déclencher des choses. Ce qu'on voit le plus souvent en consultation, c'est des dépressions, c'est des crises d'angoisse, et puis ce qu'on appelle des syndromes de déracinement, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent ici. Loin de la famille, loin des amis. Oui, et avec quelque chose de très intéressant, c'est la culpabilité, parce que les parents viennent et ils voient leurs enfants aller mieux, aller bien pour beaucoup ici, et eux se disent, mais attends, c'est moi qui ne suis pas bien, alors que c'est moi qui suis à l'origine de ça, et est-ce que maintenant je peux rentrer? Et ils se sentent bloqués. Il y a aussi un élément très important, même si on a souvent peur de le penser, dans la vie on a besoin d'une issue de secours. On a tous fait notre alia avec l'idée qu'on n'allait pas revenir, mais il faut quand même avoir la possibilité de revenir pour le psychisme. Si on construit un restaurant et qu'on veut vraiment, on met tout notre argent dedans, on met tout notre cœur, l'idée c'est pas qu'il brûle, ok? Mais mettre une sortie de secours, on la met quand même, ça rassure tout le monde. C'est-à-dire le fait de pouvoir retourner en arrière, eh ben, chômage déjà. ouais, éventuellement, mais voilà, ça va beaucoup rassurer les gens. Donc c'est vrai que
ne pas culpabiliser d'avoir des envies de rentrer, ne pas culpabiliser même de pouvoir ouvrir la porte carrément à retourner en France, c'est très important. Il n'y a pas le fantasme de la vie d'avant, c'était toujours mieux avant, la nostalgie, on pense toujours que tout était mieux avant finalement. Écoutez, je pense que c'est pas majeur avec les gens que je rencontre Arrête, on en maintenant. voit là en train de humer des baguettes, qui cherchent comme ça désespérément des camemberts dans les magasins, alors qu'ils mangeaient même pas de fromage en France. Il y a ça. C'est pas la vie d'avant, c'est la vie d'il y a quelques mois. Et c'est j'ai besoin de retrouver mon confort. Parce qu'en vérité, la plupart des Olim, ils perdent du confort, D'où ils perdent en pouvoir d'achat. à Natania, avec une communauté francophone très présente. Oui, parce Ça, qu'il y a c'est quelque chose déraciné qui est complètement, rassurant à ce bien sûr. moment-là, de se retrouver entre nous, de ne pas être largué dans la langue, de ne pas se sentir en déficit de performance au quotidien. On est attaqué mentalement par l'ALIA parce que on a du mal à aider nos enfants à l'école, on a du mal à comprendre ce qu'on nous dit dans la rue. Alors, le rapport justement aux enfants, c'est intéressant parce qu'on peut se sentir aussi diminué face à ces enfants, puisqu'ils parlent la langue mieux que nous. Absolument. Et c'est compliqué. Absolument. Quand ils lisent nos factures parce qu'on n'y arrive pas, etc., On sent le psychologiquement, il y a vécu, ça. on sent le vécu. Je pense Non, je que parlais c'est pas de le moi. vécu de la plupart des Olim. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que hier, j'ai surpris mes deux garçons en train de se parler en hébreu pour ne pas que je comprenne. Et ils n'ont pas écouté l'émission précédente alors. Exactement. Et donc, C'est vrai que tu fais faire des trucs aux mômes qui sont plus du tout. Enfin, tu les envoies à siéger à ta réunion de copropriétaires à ta place. Enfin, c'est des trucs horribles, quoi. Tu les utilises pour tout, quoi. Traiter avec le banquier pour ton Voilà, prêt. c'est ça, exactement. mais ça, en général, ça remplit quand même de fierté les parents. Ce qui met en difficulté, c'est autour des devoirs. C'est parce que quand ils sont en difficulté, D'accord. on n'arrive pas à les aider. Quand on leur demande de l'aide et qu'ils nous aident, globalement, même si on peut être un peu blessé, on est globalement fiers quand on a des bonnes relations avec nos enfants. On est globalement émerveillés de ce qu'ils ont réussi à faire. Mais c'est quand eux, ils sont en difficulté et que là, on n'a pas l'impression d'être capable complètement de remplir notre rôle de parent comme on le faisait en France, c'est là où on est en danger psychologique. Est-ce qu'en définitive, la préparation en amont n'aiderait pas à évacuer ce genre de traumatisme? Je pense que, comme je disais tout à l'heure, il faut ouvrir l'idée à un retour. Partir sans retour, c'est toujours quelque chose d'angoissant. Et d'ailleurs, on dit en psychanalyse que la liberté, c'est pouvoir partir et revenir, et repartir, et revenir. Et l'autre chose, c'est que la langue, effectivement, je crois qu'on n'insiste pas assez, et moi le premier, je me suis trompé là-dessus, on n'insiste pas assez sur le fait que plus on maîtrise la langue avant de venir, mieux c'est. On arrive globalement tous en pensant qu'on va faire l'ulpan et qu'au bout de 6 mois, on va baragouiner. Et si on ne travaille pas avec des Israéliens, on baragouine pas. Et on se retrouve en difficulté. Et je pense que ceux qui ont la possibilité de préparer leur alia au niveau de la langue vont avoir des alias beaucoup plus faciles, et notamment sur la dimension de la parentalité. Et on n'a pas évoqué évidemment le travail. Alors le travail, c'est un autre problème, c'est tout un chapitre, mais on en Majeur, parlera évidemment. une autre fois. Merci Dr Lara. C'est le moment d'accueillir le Rav Itzik Cohen. Bonsoir. Bonsoir. L'hiver approche doucement, mais sûrement, et cette période est propice souvent à la tristesse, à la mélancolie. Et pourtant, la Torah nous ordonne de toujours rester dans la joie. Bien sûr. Alors, il faut savoir qu'on vient de terminer Sukkot et la fête de Simchat Torah. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que la fête de Simchat Torah, il n'y a aucune référence dans le livre de la Torah sur cette fête. Dans la Torah, il est écrit simplement la fête de Shmini Atzeret. C'est-à-dire qu'il est marqué que le verset nous dit que le 8e jour, Dieu a dit le 8e jour de la fête de Sukkot, je vous demande de vous rassembler. Atzeret Yelachem, de vous rassembler. Et puis, Rashi ramène donc les commentaires du Talmud et du Midrash qui disent que, en fait, Dieu a, quelque part, il a dit au Béné Israël, je viens de passer avec vous 7 jours et me séparer de vous, c'est très difficile. J'ai besoin de passer encore avec vous un 8e jour. Eh bien, cette demande, cette requête de Dieu de rester avec nous, qu'on reste avec lui, un 8e jour, va nous amener à ce qu'on appelle le summum de la joie qui va devenir plus tard la fête de Simchat Torah. C'est-à-dire, quel est le rapport? Il faut comprendre une chose, le mécanisme de la joie, il est en même temps simple et en même temps très compliqué. C'est que pour être joyeux, il faut déjà, je dis bien déjà, avoir un but dans la vie. Et pour avoir un but dans la vie, il faut être aimé. C'est-à-dire qu'une personne qui est aimée va essayer de tout faire pour, au contraire, faire plaisir à l'autre. Si c'est par exemple un couple, alors le fait qu'ils s'aiment,
Alors, donc, automatiquement, l'un va essayer donc d'être plaisant avec l'autre et de faire plaisir à l'autre. Cette demande, cette recherche de plaisir va amener une joie. Ça, il faut le savoir que, justement, les personnes qui n'ont pas eu cette joie, cette joie n'est pas venue. Pourquoi? Parce que, justement, ils n'ont pas eu derrière eux des gens qui les ont aimés. Alors, aimer veut dire quoi? Eh bien, le Midrash nous ramène que Dieu, il a dit « Restez avec moi une journée ». Quelque part, Dieu veut envelopper, veut serrer dans ses bras les béné Israël encore une journée. Et ça va nous remplir dans une joie extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en se sachant aimer, on a envie d'être encore meilleur et d'arriver, d'accéder à des buts. Et de savoir que nous avons un but va nous amener dans une joie. Quelqu'un qui n'a pas de but dans sa vie ne peut pas être joyeux. Quelqu'un qui n'est pas aimé ne peut pas être joyeux. Un couple qui est amoureux est toujours joyeux. Une famille où les enfants sont aimés, eh bien, ils sont joyeux. Mais mon Dieu, mais tout le monde, tous les enfants sont aimés. Il n'y a aucun problème. Il faut savoir une chose, que pour être aimé, on le voit justement dans ce symbole. Dieu a dit « Restez avec moi encore un jour ». Qu'est-ce que ça veut dire rester avec moi encore un jour? Passer avec moi encore un petit moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, la vraie marque d'amour va venir par le fait de passer avec quelqu'un du temps. Si on ne passe pas avec lui du temps, c'est qu'on ne l'aime pas. Alors aujourd'hui, on vit dans une époque où justement, on a pallié ce manque de temps par tout le matériel possible et impossible qu'on va déverser, soit sur nos conjoints, notre famille, nos enfants. Mais l'essentiel qui est le temps qu'on doit passer avec eux, on ne leur a pas donné. Et on va arriver à des générations de personnes qui sont dans une très grande mélancolie et tristesse. Ça n'a rien à voir avec les moyens, puisque les moyens, malheureusement, souvent, ils sont là et ils sont très grands. Et devant nous, nous avons des gens qui sont complètement éteints. Et pourquoi tout ça? Parce que le temps, on ne le met pas avec eux. Alors, si on devrait savoir comment l'hiver va passer avec nous, eh ben c'est simple, c'est de se dire, je rentre à la maison, le temps que je vais passer avec mes enfants, passer du temps, mais c'est très compliqué parce que moi je travaille beaucoup, parce que j'ai besoin justement de pallier à ce manque-là, et donc on rentre dans un cercle vicieux. Je vais travailler beaucoup pour leur donner beaucoup plus, et leur donner beaucoup plus, je ne serai pas avec eux, et donc automatiquement, on va sortir dans une maison qui va être dans une grande tristesse. C'est la maladie du siècle, et celle-là, elle est venue parce que l'enfant ou le conjoint ne peut ressentir de l'amour que par le temps que nous avons passé avec eux. Et ce temps-là qu'on va passer avec eux va leur montrer que nous les aimons, et si nous les aimons, ils auront un but qui est celui de faire plaisir à celui qui nous aime. Avoir un but nous amène dans une grande joie. Merci beaucoup, Rav Yitzhak Cohen. On va retourner avec vous, Olivia, un peu de culture. Allez, avec plaisir. Racontez-nous tous les nombreux événements à découvrir. Il y en a, hein. C'est pas ce qui manque. On est gâtés là en ce moment. Ouais. Et elle est là sur le plateau, s'il vous plaît, un petit peu de galanterie. La voilà, Judith Mergui, oui, c'est ça? Ah bah oui, elle est en spectacle, elle est en spectacle bientôt. Oui. Ah, génial. Alors, elle vit depuis 10 ans en Israël. Je me trompe pas, c'est ça. Et justement, dans ce spectacle, vous racontez les aventures d'une immigrante, dans ce spectacle d'une chalia. Vous allez nous dire que je fais exactement ce que fait le médecin à côté, sauf que moi je le fais pour moins cher. Donc vous venez vous marrer, faire une vraie catharsis de votre alia, mais ça coûte beaucoup moins cher que 30 séances chez lui. Voilà. Et vous fêtez justement les 3 ans de ce spectacle. Exactement. Vous serez le 7 novembre, je crois, à Tel Aviv. On va justement écouter un extrait de ce spectacle. Allez, un extrait tout de suite. Il n'y a qu'un juif français que tu verras dans les rues à Tel Aviv demander « La viande est-elle bien cachère ?» Alors vas-y, mets-moi un cheeseburger Bevakasha. J'ai pensé à une bien meilleure solution pour tout ça. L'Aléa. Il était génial. Génial. Je compte pas du tout fréquenter des francophones ici. Quoi, il serait quand même malvenu de parler en hébreu à la plage Gordon de Tel Aviv. Un petit peu de respect, s'il te plaît. Super. Magnifique. Extraordinaire. J'entends un mot, je reprends le spectacle depuis le début. Les Algériens, pour moi, c'est un petit peu les Ashkénazes du Maghreb. Médecine israélienne égale médecine de pointe. Et mon cul, c'est du parguite! Elle m'a impressionné, vraiment. C'est 2 heures magnifiques. J'aimerais juste pouvoir t'acheter un GPS de la société israélienne. Dans 200 mètres, veuillez klaxonner sans raison. C'était magnifique. J'ai ri pendant chaque seconde, c'était formidable. Et vous revenez la voir encore? Si elle revient, je reviendrai. On la suivra.
Inch'Allah, donc c'est le 7 novembre, représentation unique, donc faut pas la louper. Il reste des places encore ou... Alors très peu, je sais pas, mais c'est vrai que ça part à chaque fois comme ça, c'est à chaque fois sold out. Et puis voilà, c'était l'occasion de célébrer les 3 ans du spectacle. Un spectacle qui a joué partout et voilà, les gens avaient envie d'entendre parler d'Israël. J'ai l'impression qu'ils continuent à avoir envie d'en entendre parler, donc voilà, venez vous marrer. Et pourquoi Inch'Allah? Cette question, pourquoi ce terme? Pourquoi ce Alia, titre? ouais. Il est sympa. Écoutez, Pourquoi Inch'Allah en arabe veut dire avec, voilà, et avec l'aide de Dieu. Je pense que pour réussir une alia, on espère Il faut aussi qu'il l'aide soit de Dieu, je présent. pense. Voilà, je pense qu'il faut aussi que Dieu soit présent. Et voilà, ça me paraissait être un jeu de mots qui n'avait même pas besoin d'explication. Apparemment, si. Merci beaucoup. Donc, c'est pas grave. Donc rendez-vous donc le 7 novembre. Oui, le 7 novembre au Théâtre Safta à Tel Aviv. Donc voilà, et c'est vraiment, je sais que les gens demandent, mais quand, d'autres dates, tout ça, mais non, voilà, Sur il est temps de Facebook, sur notre passer. site internet, sur notre Facebook, je vous recommande de voir. Merci beaucoup, Judith. Mais de rien beaucoup. Mergui. Une suite, il y a du Oui, théâtre on aussi, passe non au théâtre, aux pièces de théâtre. Vous en avez, j'en ai sélectionné 2. C'est pas vraiment une pièce de théâtre, c'est plutôt un mélange de concert et de lecture. C'est le violon de mon père, c'est le 29 octobre, dimanche prochain. C'est au musée d'art de Tel Aviv. Un concert unique en l'honneur de la sortie du livre Si tu es un homme. C'est un concert inspiré par la vie de Henri Boré, qui est écrit par son fils, Béni Boré. qu'on salue. Celui-ci retrace justement la vie de son père pendant la guerre. Des passages du livre seront lus par Gilbert Montagnier notamment, Élie Chouraki également. Et on pourra aussi découvrir l'orchestre, le Camerata Israël Jérusalem, un concert au profit de Jaffa Institute en faveur des enfants en difficulté. Et puis je voulais aussi vous faire découvrir cette jolie pièce, une histoire d'amour israélienne, c'est son nom. C'est une vraie histoire d'amour entre l'auteur et la metteur en scène qui s'appelle Pnina Gari et Eli Ben-Zvi, le fils du second président de l'État d'Israël. Une histoire vibrante vécue en 1948. Il y a 10 ans, Pnina, donc la metteur en scène, elle décide de la retranscrire et d'en écrire une pièce à la demande de son petit-fils. Et en 2006, eh bien, elle a 82 ans, un vrai succès mondial en hébreu et en anglais. Et en 2013, eh bien, la pièce est traduite et jouée par Estelle Greenspan sur la scène française. Et c'est justement cette Estelle qui joue cette pièce en Israël. Une histoire d'amour israélienne du 21 au 23 novembre. C'est à Tel Aviv, à Jérusalem et à Netanya. Et à Netanya. On finit par des concerts. Ça va bouger en Israël. Oui, ça va bouger. Alors, vous allez être servi. Le roi du reggaeton, je ne sais pas si vous aimez Judith ou quoi. Allez, on va y aller. Ouais. On va voir. On y va. Le portoricain Wissim est à Tel Aviv ce mardi 31 octobre. Voilà, vous écoutez quelques tubes du chanteur. Wissim y a travaillé avec de très grands artistes. Enrique Iglesias, Lenny Kravitz ou encore Chris Brown. C'est l'occasion de revoir peut-être votre déhanché, Stéphane. Je ne sais pas comment. Sur le reggae, je ne sais pas. Okay. Alors reggae et reggaeton, pas du tout. Non, c'est pas la même chose. Là. Surtout pas, voilà, surtout pas. Origine Porto Rico, on reprend allez-y, montez sur la table, allez-y. Oui, j'y vais tout de suite. Alors, allez. Donc, non, mais vraiment la rencontre entre tout ce qui va être rythme latin, salsa, bachata, tout ça, et la rencontre avec le hip-hop, donc cette nouvelle génération de portoricains qui enflamme nos pistes de danse, parce que, par exemple, la gasolina et toutes les chansons qu'on chante tout le temps, voilà, c'est du reggaeton. Super. Merci et puis on va pas évoquer, on est obligé d'évoquer les concerts en Israël avec Omer Adam, évidemment. C'est ça, Omer Adam, un mélange de musique pop orientale et occidentale. Le chanteur israélien de 24 ans donnera 2 concerts les 4 et 5 novembre au Menorah Midvashim Arena de Tel Aviv. Et puis la même salle, on termine avec lui. C'est un tout autre style. Je ne sais pas si ça va vous plaire, c'est Boy George. Ah, ça c'est mon époque. Ah, Boy oui. George. Oui. Alors, on a les jeunes et les moins jeunes. Il est quasiment aussi vieux que vous. C'est possible. Des tubes de Boy George, évidemment, on ne les compte plus. L'artiste irlandais vient en Israël avec son groupe Culture Club dans le cadre de sa tournée mondiale. Et le caméléon inoubliable des années 80 se produira avec 11 musiciens et ce sera le 7 novembre. Donc on sort on sort tous les soirs. On sort tous les soirs, on je suis d'accord. Sauf le dimanche à 20h pour écouter Bienvenue chez vous. Évidemment. Merci beaucoup Olivia. On va parler à présent d'un phénomène assez étonnant en Israël. On aurait même envie de dire insolite parce qu'il s'agit d'adolescents déguisés en clowns. Maxime, alors, sauf que ces clowns sèment la terreur dans plusieurs villes d'Israël depuis des semaines. Et ça correspond à la sortie au cinéma en Israël du film de Stephen King, ou plutôt l'adaptation cinématographique du roman d'horreur de Stephen King. Il est revenu, ce clown maléfique qui sème la terreur dans une petite ville du fond de l'Amérique. Maxime, comment c'est arrivé jusqu'ici ?
À Natania, pas encore, même si quand on voit le décor du Cinema City, et ceux qui connaissent cet endroit peut-être me comprendront, avec toutes ces créatures, on pourrait peut-être... Enfin, moi, je suis un peu moins serein depuis quelques minutes, mais en tout cas, il n'a toujours pas frappé à Natania, ce qui n'est pas le cas dans d'autres villes de la périphérie d'Israël, en fait. Plutôt dans le Negev, d'ailleurs, Dimona, Beersheva, Netivot, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mais en tout cas, c'est des clowns, évidemment, vous l'avez dit, des adolescents déguisés en clowns qui sèment la terreur, une mouche aussi, là, terrorisée. Ça se passe donc, voilà, ça se passe. Ce sont des agressions menées par des adolescents, visiblement en perdition ou en manque d'émotion. Pourtant, les émotions, on n'en manque pas ici en Israël. Alors racontez-nous un peu le mode opératoire de ces clowns. D'abord, première particularité, ça se passe la nuit, hein, ça se prête mieux. Alors, ils se déguisent en clown et ils vont faire peur aux gens. Ils sont déguisés en clown, surtout ce masque terrifiant. Certains ont des machettes, des couteaux factices évidemment, mais parfois ça peut dégénérer. Il y a eu le cas à Beersheva d'une jeune adolescente de 10 ans qui s'est fait pourchasser par 2 clowns, pas moins de clowns, et qui a été tout simplement tabassée à coups de bourrin. Il a fallu l'évacuer. Qui voulait jouer avec elle ou c'était pour lui faire peur ou c'est pas... Écoutez, ce que disent les policiers, parce qu'il y a déjà eu des arrestations évidemment, c'est que la plupart des personnes, ces adolescents qui finissent par être arrêtés et qui sont interrogés, reconnaissent le faire parce qu'ils s'ennuient, pour s'amuser, mais il y a des dérives, on est dans la dérive... La police le prend très au sérieux. On est dans la violence gratuite par excellence, directement tirée d'un film qui fait peur, qui a une influence planétaire. Peut-être qu'il y aura quelque chose à en dire de fort. On va le dire tout de suite, mais est-ce que la police prend les choses au sérieux? Elle prend les choses au sérieux sans tomber dans la psychose, sans paniquer, parce que ça reste un phénomène minoritaire. D'ailleurs, depuis qu'elle a pris les choses en main, il y a eu, je vous l'ai dit, une dizaine d'arrestations. On assiste à une baisse drastique de ce nombre d'incidents, mais il y a aussi quelques affaires qui tournent assez mal pour l'image du clown, et c'est un petit peu désolant. Ouais, c'est vrai, l'image du clown, et puis il y a Purim prochainement. J'espère que ça ne causera pas de problème. C'est quand même l'image du clown, ça vous touche un peu, ça, qu'on abîme l'image du clown. C'est une phobie très fréquente. Et à mon avis, c'est pas un hasard si y a des ados comme ça qui sont saisis de ça, parce qu'on peut se saisir de 1000 films et faire peur aux gens sur 1000 films. Pourquoi est-ce qu'ils sont saisis de ça? Probablement parce qu'inconsciemment, ça leur rappelle quelque chose qui les avait effrayés eux. Hein, ce truc-là marrant, mais avec une drôle de tête. Judith, vous aviez peur des clowns un petit peu angoissant. Non, mais moi j'avais peur des requins, mais c'était plus difficile de se balader dans la ville avec un aileron, donc du coup voilà. Après, les enfants en consultation m'en parlent tous. De ce phénomène-là? Oui, c'est un vrai impact. Ça fait 2-3 semaines, j'entends parler à quasi chaque consultation de petits de moins de 10 ans. Et puis avec les réseaux sociaux, etc., il y a une rumeur en plus qui s'amplifie. Les enfants racontent qu'à côté de chez eux, il y a quelqu'un qui a été attaqué à l'acide. Donc, ils se racontent des choses très inquiétantes, et c'est pour ça qu'il faut que la police le prenne au sérieux, et il faut que les choses s'arrêtent. Après, d'une façon générale, évidemment, on voit bien qu'il s'agit d'adolescents avec une immaturité, mais l'immaturité, elle a bon dos. On est plein à être immature quand on est adolescent, ou à l'être encore quand on est adulte, mais il y a là une perversion, un sadisme à faire trembler l'autre. Et donc, c'est déjà un signe de quelque chose, d'une dérive dans la personnalité de l'adolescent. Et évidemment, on va s'inquiéter pour les petites victimes, mais à mon sens, tous ces ados-là ont besoin de soins s'ils ne veulent pas aller dans quelques années en prison pour d'autres classes. Et quelle réaction doivent avoir les parents vis-à-vis de ça? Est-ce qu'on prévient? Est-ce qu'on angoisse un peu? Alors, ils sont déjà prévenus, ils partent dans la cour, donc ils ne nous demandent pas tellement l'autorisation, donc il vaut mieux les rassurer. Il faut leur dire quand même que ça reste exceptionnel. Il faut leur dire que c'est des adolescents qui font ça, pour qu'ils désacralisent. C'est des enfants un peu plus grands qu'eux, mais bon, ils ont un grand frère comme ça, donc on leur dit bien que c'est des adolescents, on leur dit que ça reste exceptionnel, et puis on leur dit que maintenant que la police s'en occupe, ces adolescents, ils ont très très peur, et puis du coup, ils vont sûrement s'arrêter, voilà. Et puis, bon, il faut casser après les rumeurs qu'ils nous racontent, et pour ça, il faut les interroger, il faut leur dire, mais qu'est-ce que tu as entendu, toi? Tu as vu? Vous allez être souvent étonnés des histoires incroyables qu'ils vous racontent, et qui pour la plupart sont pas vraies. Ouais, cette affaire est allée loin parce qu'en parlant d'adolescents, il y a aussi l'autre côté, il y a ces pseudo-justiciers, parce qu'il y a des comités de quartier qui se sont créés dans plusieurs villes de périphérie en Israël, donc,
composé de jeunes, la plupart du temps à vélo, qui le soir, tout simplement, ont pris le... Chasse le clown. Chasse le clown, voilà, font tout simplement Je crois qu'il y a des eu patrouilles un pour... poignardier, c'est ça, il y a eu un poignardé quelque part. Et il y a eu, là aussi pareil, à Beersheba, décidément, ville maudite. Ouais. Voilà, ça pourra peut-être intéresser par la suite un scénariste, un clown qui a été pourchassé par ses victimes et qui a fini, malheureusement, j'en rigole, mais qui a fini poignardé. Voilà, il va bien. Mais... Tant mieux. Merci Maxime, merci pour ces explications. Vous faites un peu de sport autour de la table, question bateau, mais bon, vos sports préférés? Ouais, il faut que je me cache parce que j'ai couru une fois après le bus en 82. Regardez le foot à la télé, je sais. Voilà, moi, vu la circonférence de mon postérieur, bon, voilà, mais Zumba. Zumba, très bien. je suis Maxime? Du coup, du sport? Oui. Le foot. Foot, hein, bien sûr. Et devant la Olivia va nous parler du sport, un des sports préférés des Israéliens. Oui. Vous avez décidé de nous parler. Il est vraiment très apprécié en Israël, c'est la course. C'est la course, c'est le marathon. C'est différent, la course et le marathon. Ouais. En fait, ici en Israël, le sport, c'est une vraie partie importante de la culture nationale. Je vais y arriver. Les passionnés de sport ne se contentent pas seulement de rester affalés sur le canapé pour voir un match de foot. Ils sont de plus en plus nombreux à pratiquer des sports. Alors, c'est le tennis, le squash, le jogging et les sports de plage également, les sports nautiques. On est gâtés ici comme la natation, la plongée. Et donc, grâce à ces accès, on a 4 accès à la mer Méditerranée, la mer Rouge, la mer Morte et le lac de Tibéria. Donc, du coup, finalement, la natation, c'est le sport le plus pratiqué ici en Israël. Et moi, je voudrais vous parler d'un sport dont vous parliez. Non pas la course, mais le marathon. Parce qu'il y en a énormément de marathons ici en Israël. Et les Israéliens, eh bien, ils sont fans absolus. Alors, ce n'est pas le jogging que vous faites au bord de la mer, non, c'est le vrai marathon. D'ailleurs, ce jeudi, il y avait l'ultra-marathon de Sovek-Emek, c'est dans le nord du pays. Et ce mardi, pour les inscriptions, bon, c'est trop tard, je suis désolée, c'est la course de nuit de Tel Aviv. Le Night Run, très connu ça. Exactement. En anglais, génial. Night Run. C'est une course de 10 km. Près de c'est 25 000 participants. Non, même pas. Non, mais c'est trop Même pas tard de toute pour façon. vous. Attendez, j'en ai d'autres pour vous. Une course unique, donc cette course de nuit, parce qu'elle se déroule la nuit justement, de 20h à 23h. Tout le monde peut y participer, les hommes, les femmes et même les enfants. Donc c'est vraiment une sortie en famille très agréable. Alors il y a un autre marathon là, Mickaël ou Maxime, vous pouvez vous inscrire encore, c'est le 17 novembre. C'est le marathon du désert d'Elat. Ouais, un marathon international. Un marathon complet de 42,2 km. Hein, on en est capable. 42,2 évidemment. Okay. Parsemé Évidemment, voilà. Et il y a même, si vous voulez, avec votre fille, je crois que vous avez une fille, il y a 2 km pour les enfants. Donc vous pouvez peut-être... Ouais, à 4 pattes. Mais À on quatre court pattes. après quoi? On court après l'envie de courir, de Après ne plus participer. penser. Ça, c'est le psychiatre D'arriver qui au ne veut bout. pas courir et qui veut se défendre Ouais. et qui va un peu dégrader le psychisme du coureur. On court pour ne pas penser, on se dépense. Donc, Ah, c'est joli. et Ouais, oui, c'est ouais, joli et c'est ouais. vrai. Mais ça fait du bien, moi, je Mais trouve. la réalité courir. aussi, parce que je ne peux pas que me cacher derrière ça, c'est que ça fait du bien au psychisme et qu'on ne peut pas être en séance de psychanalyse toute la journée, qu'il faut aussi faire du sport et s'occuper de son corps. Bon, il y a d'autres marathons, d'autres dates, rapidement. Le marathon de Tibériade, ce sera le 5 janvier. En février, celui de Tel Aviv, le 23 février. Et voilà, il y a 40 000 participants quand même au marathon de Tel Aviv. Donc c'est voilà une. Alors Israël, c'est un pays de grands sportifs. Est-ce que c'est dû à l'armée, au fait qu'ils fassent l'armée, les réserves Vous pensez que c'est ça, Maxime? Ça y contribue. Ça y contribue. On doit rester en forme quand on est israélien, qu'on va faire ses mélouines. Je peux même vous dire qu'un institut de recherche israélien a publié un rapport il n'y a pas si longtemps dans lequel il affirme avec beaucoup d'éléments assez convaincants que le service militaire en Israël rallonge l'espérance de vie parce que tout simplement stimuler à ce point l'activité physique à un âge 18-20 ans quand la plupart dans les pays occidentaux on arrête justement. On est au lycée, on a des cours de sport mais on arrête à ce moment-là. En Israël, tout s'intensifie à ce moment-là, ben, ça réduit les risques de maladies cardiovasculaires. Intéressant. Il y a quelque chose de très profond, à mon avis, dans le rapport au sport des Israéliens. Les Israéliens, c'est les Juifs qui ont réparé la castration de l'histoire des Juifs. Le Juif était un intellectuel, quelqu'un qui pouvait avoir des facilités avec l'argent, avec la religion, avec le commerce, etc. Mais le Juif ne pouvait pas jouer des bras et le Juif avait tendance à être battu physiquement.
Et les Israéliens, je crois aussi que c'est pour ça qu'ils ont beaucoup suscité l'admiration des Juifs de la diaspora et de beaucoup d'entre nous qui avons voulu venir, et peut-être nos enfants deviennent des vrais Israéliens, c'est que, eh bien, ils sont tout aussi intelligents, mais ils sont forts. Voilà, on peut être juif et pas castré, et c'est une réparation, une sublimation, notamment des drames qu'a vécu la communauté juive et de la Shoah. Enfin, c'est quand même pas demain qu'on verra l'équipe d'Israël en Coupe du Monde. Je préfère Ni en coupe, ni en championnat d'Europe. Ni en championnat d'Europe. Non, pas demain, mais en tout cas... Après-demain peut-être. Ça fait Non, 40 ans. Hein. Ceci étant dit, moi je suis d'accord avec chaque mot que vous venez de dire, et je pense aussi que c'est très lié. Alors, il y a quand même une espèce de fierté, une compétition. On voit ce besoin de tout savoir, même dans des sports où ils n'y comprennent rien. J'ai eu une joute verbale avec un Israélien qui voulait m'expliquer comment skier alors qu'il n'avait jamais vu la neige, quoi. Donc on sent cette envie d'être le meilleur pourtant. Vive les sports. Vive le sport. Alors, personne pour ce marathon, les marathons, laisse tomber. Moi, j'ai une bonne excuse, c'est l'anniversaire de mon fils. Ah, très bien. Allez. Moi, à la limite, le marathon de sieste, j'aime bien. Marathon de sieste, ça existe d'ailleurs, j'en connais qui s'entraînent tous les Shabbats. Je vais bien le dire. Alors, merci à vous. C'est la fin déjà de cette émission. Merci d'avoir été présent pour cette seconde émission de Bienvenue chez vous. Je remercie tous les chroniqueurs autour de cette table, le Rav Cohen, et bien entendu mes complices David Sidbon, Johan Guetta à la réalisation, Delphine Cohen à la production, Liron Chemouni, son équipe d'Anatel, et tous ceux qui croient en nous et en cette émission. Et on espère vous retrouver très bientôt. Au revoir à tous. Xanlight, le spécialiste de la LED, vous a présenté Bienvenue chez vous.